Le 14 mars 1938, Adolf Hitler entra victorieux à Vienne. Alors que les troupes des SS défilaient sur le ring, le premier ordre donné par son Reichsführer Heinrich Himmler ne fut pas militaire. Il fut archéologique. Quelques heures après l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich, des agents de l'Ahnenerbe, l'organisation pseudo-scientifique des SS fondée en 1935 avec pour mandat explicite de retracer l'héritage ancestral arien, firent irruption dans des musées, des archives et des dépôts scellés à la recherche d'objets restés cachés pendant des siècles. Ce que les nazis poursuivaient n'était ni de l'or, ni du territoire. C'était quelque chose de jugé infiniment plus dangereux, le pouvoir surnaturel qu'ils croyaient enfermé dans des reliques de l'Antiquité. L'Ahnenerbe, dont le nom complet était Deutsches Ahnenerbe Studiengesellschaft für Geistesgeschichte, société allemande pour l'étude de l'histoire ancestrale de l'esprit, n'était pas une institution marginale du régime. Elle était dotée de scientifiques, d'archéologues, de philologues, de musicologues et d'explorateurs opérant sous financement direct des SS. Son mandat combinait la recherche ethnologique avec la quête active d'objets et de lieux qui, dans la vision du monde nazi, devaient prouver la suprématie originelle de la race aryenne. En pratique, cela signifiait des expéditions dans l'Himalaya, des missions dans le sud de la France, des inspections de ruines boliviennes et des négociations avec des moines bénédictins en Catalogne. Derrière tout cela se trouvait la même obsession qui traverse l'histoire occidentale, la conviction que certains objets ou lieux possèdent un pouvoir qui dépasse l'humain. Les nazis n'ont pas inventé cette idée. Ils l'ont volée, déformée et mise au service d'une idéologie d'extermination. Himmler était un aviculteur raté qui rêvait de devenir amiral. Hitler fut un peintre d'aquarelle qui échoua à l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Mais tous deux partageaient une certitude. Le destin du monde pouvait être infléchi si l'on parvenait à contrôler certains secrets de l'Antiquité. Ce qui suit est l'histoire de 15 de ces secrets, reliques, lieux et savoirs, que le Troisième Reich a poursuivi avec la même détermination que celle avec laquelle il a construit des chambres à gaz. Et l'histoire de pourquoi, les uns après les autres, les nazis sont revenus les mains vides. Le Saint Graal, la relique que personne n'a jamais trouvée. La forteresse de Montségur se dresse sur un pic de granit dans l'Ariège, au sud de la France, à plus de 1000 mètres d'altitude. En mars 1244, après un siège de 10 mois, 200 cathares qui avaient refusé de renier leur foi descendirent volontairement de la forteresse et furent brûlés vifs dans la prairie qui, depuis lors, est connue sous le nom de Champ des Brûlés. Selon la tradition locale, avant la reddition, 4 hommes descendirent en silence le long des parois rocheuses, dans la nuit du 16 mars, emportant quelque chose que l'Église ne devait pas capturer. Personne ne savait avec certitude de quel objet il s'agissait. Otto Wilhelm Rahn le sut dès l'âge de 20 ans, ou du moins il crut le savoir. Né le 18 février 1904 à Michelstadt, dans l'Odenwald allemand, Rahn étudia la philologie et l'histoire aux universités de Gießen, Fribourg et Heidelberg entre 1922 et 1926, et c'est à Gießen que le baron von Gall lui fit découvrir le mouvement cathare et le massacre de Montségur. Il n'y pensa plus jamais à autre chose. Le poème médiéval Parzival de Wolfram von Eschenbach, qui raconte la quête du Graal par un chevalier arthurien, devint son texte sacré. Rahn conclut, à travers un raisonnement qui lui valut autant d'admiration que de critique, que les cathares avaient été les derniers gardiens du Saint Graal et que la forteresse de Montségur était le château du Graal décrit par von Eschenbach sous le nom de Montsalvat. En 1931, Rahn se rendit dans les Pyrénées avec un sac à dos et très peu d'argent. Il s'installa à Ussat-les-Bains, une station thermale au pied des montagnes, et explora systématiquement les grottes et les châteaux en ruine de la région du Languedoc. Là, il rencontra Antonin Gadal, mystique français et gardien des cavernes d'Ornolac, qui lui ouvrit l'accès à des réseaux de grottes contenant des inscriptions et des symboles que personne n'avait encore catalogués scientifiquement. Rahn les interpréta comme des preuves des rituels cathares. Pour lui, la pénombre de ces galeries de calcaire sentait l'eucalyptus humide et l'histoire séquestrée. En 1933, il publia Kreuzzug gegen den Gral, Croisade contre le Graal, un livre qui mêlait recherche historique et spéculation mystique, mais qui parvint presque immédiatement jusqu'à Himmler.
Le Reichsführer SS, qui finançait depuis des années des expéditions dans le sud de la France et qui rêvait de transformer le château de Wewelsburg en Westphalie en une nouvelle Camelot du Reich, envoya à Rahn un télégramme lui proposant 1000 Reichsmark mensuels. La seule condition était qu'il poursuive ses recherches sous l'égide des SS et qu'il remette un deuxième livre avant 1937, puis un troisième avant 1939. Rahn était homosexuel, de gauche et profondément étranger à l'idéologie nazie. Mais il était aussi chroniquement et désespérément pauvre. Il accepta. Ce qui suivit fut l'un des pactes faustiens les mieux documentés du Troisième Reich. Rahn voyagea à travers la France, l'Italie et l'Islande, où il fut si malheureux dans ces étendues sans arbres qu'il aurait crié « Je veux voir des arbres ». Mais il ne trouva pas le Graal. En 1937, il publia Lucifer Aufgesind, la cour de Lucifer, une œuvre qui reliait l'ésotérisme cathare à la mythologie nordique et que Himmler fit distribuer gratuitement parmi les hauts gradés des SS. La même année, Rahn fut découvert en train d'entretenir une relation sexuelle avec un autre homme et, au lieu d'être emprisonné, il fut condamné à 3 mois de service comme garde dans le camp de concentration de Dachau. Ce qu'il vit à Dachau le brisa. Il écrivit à un ami « J'ai beaucoup de douleurs dans mon pays. Il est impossible pour un homme tolérant et libéral comme moi de vivre dans la nation que mon pays est devenu. » En février 1939, Rahn envoya sa lettre de démission des SS. Himmler l'accepta, mais envoya immédiatement la Gestapo à ses trousses. Le 13 mars 1939, presque exactement à l'anniversaire de la chute de Montségur, le corps d'Otto Rahn fut retrouvé gelé dans les montagnes du Tyrol autrichien, près de Seul. Il avait 35 ans. Tout indique qu'il choisit de mourir par l'endura, la forme cathare de suicide par le froid et le jeûne, dans les montagnes qu'il avait étudiées toute sa vie. Himmler ne s'arrêta pas là. Le 23 octobre 1940, accompagné d'un entourage des SS, il se rendit personnellement à l'abbaye de Montserrat en Catalogne. Sa théorie reposait sur une ancienne chanson folklorique catalane mentionnant une source de vie cachée dans un château parmi les Pyrénées, ainsi que sur le virolet, l'hymne de l'abbaye, qui contenait les mots « une source de vie cachée dans un château parmi les Pyrénées, nœud de l'abbaye », qui contenait les mots « source mystique de l'eau de la vie ». Pour Lannenerbe, cela suffisait. Le seul moine parlant allemand, André Ripoll, lui expliqua que la relique la plus ancienne du monastère était la Vierge de Montserrat, une sculpture en bois du IXe siècle. Furieux, Himmler répondit que « toute l'Allemagne sait que le Graal est à Montserrat ». Il retourna à Berlin les mains vides. Le Saint Graal ne fut jamais retrouvé. Il n'existe d'ailleurs aucun consensus académique sur le fait que l'objet mentionné dans les évangiles, où Jésus prit la coupe lors de la dernière scène, corresponde à un objet physique unique ayant survécu jusqu'à aujourd'hui. La lance de Longin, l'arme que Hitler crut lui appartenir. Il existe dans la Schatzkammer du palais de la Hofburg à Vienne une pièce qui, à première vue, ne semble pas impressionnante. Une pointe de fer d'environ 50 cm de long, dont la lame est fendue dans le sens de la longueur et réparée par un fil d'argent enroulé, avec au centre une bande d'or portant l'inscription latine « Lancea » et « Clavus Domini », la lance et le clou du Seigneur. La bande recouvre également ce qui ressemble à un clou de fer inséré dans le cœur de l'objet. Elle ne brille pas, elle n'intimide pas. C'est un objet petit, sombre et usé. Pourtant, pendant des siècles, elle fut connue sous le nom de lance de Longin, lance du destin, l'arme avec laquelle le centurion romain Gaius Cassius transperça le côté de Jésus-Christ au Golgotha, alors que son corps était encore cloué sur la croix. L'histoire du centurion n'est attestée que dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 34, en une seule phrase. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Le nom de Longin n'apparaît pas dans les évangiles canoniques. Il provient de textes apocryphes du IVe siècle, notamment l'évangile de Nicodème, où le soldat reçoit le nom de Longinus Centurio. La tradition ultérieure affirme que Cassius souffrait de cataracte aux 2 yeux, raison pour laquelle il aurait été affecté à des tâches de garde à Jérusalem plutôt qu'au combat actif, et que le sang du crucifié serait tombé sur son visage lorsqu'il retira la lance, lui rendant la vue.
Il se convertit au christianisme, abandonna le service militaire romain et mourut martyr à Césarée de Cappadoce vers l'an 45 après Jésus-Christ. L'Église catholique le canonisa sous le nom de Saint Longin. Sa fête est célébrée le 15 mars. La première mention documentée d'une lance censée avoir blessé le Christ apparaît au VIe siècle, dans les écrits du pèlerin saint Antonin de Plaisance, qui affirme l'avoir vu dans la basilique du Mont-Sion à Jérusalem vers l'an 570 après Jésus-Christ. Lorsque les Perses sassanides pillèrent la ville en 615, le manche de la lance fut capturé par l'armée du Shah Khosrow II, tandis que la pointe fut sauvée et transportée à Constantinople, où elle fut intégrée à une icône sacrée et conservée dans l'église Sainte-Sophie. Plus de 6 siècles plus tard, la pointe arriva entre les mains du roi Louis IX de France, Saint Louis, et fut transférée à la Sainte-Chapelle de Paris, où elle demeura jusqu'à la Révolution française. Elle disparut lors des pillages de 1789 et sa trace n'a jamais été retrouvée. Le manche, quant à lui, fut envoyé à Jérusalem vers 670, réapparut à Constantinople au IXe siècle, fut capturé par les Ottomans en 1492 et envoyé comme cadeau diplomatique au pape Innocent VIII. Il est depuis conservé dans la basilique Saint-Pierre de Rome, bien que son authenticité n'ait jamais été établie de manière scientifique rigoureuse. Rien de tout cela n'a de lien avec la lance de la Hofborg. La pièce viennoise est appelée la lance de Saint-Maurice, également connue sous le nom de lance de Constantin, et son histoire est entièrement différente. Elle fut fabriquée au 8e ou 9e siècle, probablement dans un atelier d'armurier carolingien, et apparaît pour la première fois dans les sources historiques au Xe siècle comme partie des insignes impériaux du Saint-Empire romain germanique. Les empereurs la portaient lors des cérémonies de couronnement comme symbole du pouvoir impérial temporel. Les archives du Saint-Empire indiquent qu'elle était associée au pouvoir de Constantin le Grand, le premier empereur romain chrétien, et qu'elle contenait dans sa cavité centrale un clou censé avoir été utilisé lors de la crucifixion. Comment cette lance carolingienne est-elle devenue identifiée à la lance de Longin ? La réponse réside dans l'accumulation de couches de légendes déposées au fil des siècles. Chaque empereur qui la possédait ajoutait quelque chose à son histoire. Otton Ier le Grand, qui vainquit les Magyars à la bataille du Lechfeld en août 955, attribua sa victoire à la protection surnaturelle de la lance. Charlemagne, selon la légende, remporta 47 batailles consécutives tant qu'il la conserva et serait mort peu après l'avoir accidentellement laissé tomber. Frédéric Ier Barberousse se noya dans le fleuve Salef, en Cilicie, en juin 1190, en route pour la Troisième Croisade, après avoir lâché la lance. Ces coïncidences, probablement inventées ou exagérées par des hagiographes médiévaux, se sont attachées à la relique comme des couches de vernis sur des couches de vernis, jusqu'à ce que l'objet devienne qualitativement autre chose que ce qu'il était, un trophée de pouvoir. Or, ce qui rend cette chaîne de légendes médiévales pertinente pour le Troisième Reich, c'est ce qui se produisit à Vienne, probablement en 1909 ou 1910. Adolf Hitler vivait alors depuis 2 ans dans la ville, il avait entre 20 et 21 ans, avait été refusé 2 fois par l'Académie des Beaux-Arts, en octobre 1907 et en octobre 1908, et logeait dans des foyers pour indigents dans le quartier de Meidling, vendant des aquarelles de monuments viennois aux touristes pour pouvoir acheter de la nourriture. Par l'un de ces jours d'automne nuageux où la pluie tombe sans prévenir à Vienne, Hitler se réfugia au Kunsthistorisches Museum, le musée d'histoire de l'art, pour échapper à l'averse, et il y découvrit la lance exposée dans la salle des insignes impériaux des Habsbourg. Le philosophe autrichien Walter Johannes Stein, né à Vienne en 1891, futur agent secret britannique et auteur de Le XIXe siècle à la lumière du Saint Graal, 1928, raconta des années plus tard à Trevor Ravenscroft les détails de sa première rencontre avec Hitler, qu'il situa en août 1912 dans une librairie d'occasion du Vieux-Vienne. Stein avait acheté un exemplaire usagé de Parzival de Wolfram von Eschenbach, annoté d'une écriture minutieuse dans les marges. Les annotations étaient à la fois brillantes et troublantes. Elles combinaient une connaissance approfondie de la mythologie nordique et de l'histoire médiévale avec un fanatisme racial que Stein décrivit comme « les notes de quelqu'un qui avait ouvert la porte des arts obscurs ». La signature sur les pages était celle d'Adolf Hitler.
Stein se rendit au café Demel, sur le Kohlmarkt, pour relire le livre et, en levant les yeux, il vit l'auteur des annotations sur le trottoir, en train de vendre des aquarelles aux passants. La rencontre fut tendue. Hitler se mit en colère lorsqu'il apprit que Stein avait acheté le livre qu'il avait mis en gage. Mais lorsque Stein évoqua ses propres recherches sur le Graal et la lance de Longuin, le ton changea. Ils visitèrent ensemble la Schatzkammer. Stein décrivit la réaction de Hitler face à la lance comme celle d'un homme, en transe, les yeux brillants d'une étrange émanation, se balançant légèrement sur ses pieds comme s'il était transporté par une euphorie inexplicable. Il paraphrasa les mots que Hitler lui aurait dits en sortant. Elle contient une sorte de révélation mystique, comme si dans un siècle précédent je l'avais déjà tenue entre mes mains. Hitler était convaincu à cette époque d'être la réincarnation de Landulf II de Capoue, un comte lombard du 8e siècle qui aurait été excommunié par le pape Jean VIII pour ses pratiques de magie et d'occultisme, et qui apparaît dans le Parzival de von Eschenbach sous les traits du magicien maléfique Klingsor. Cette identification s'inscrivait de manière cohérente dans le système de croyances que Hitler était en train de construire. Si Landulf Klingsor avait échoué dans sa tentative de dominer le monde au IXe siècle, Hitler-Landulf accomplirait cette mission au XXe siècle. La lance du destin constituait le fil reliant les deux existences. Ce qui se produisit le 12 mars 1938 est documenté avec précision. Les troupes allemandes franchirent la frontière autrichienne à l'aube. Hitler entra en Autriche depuis sa ville natale de Braunau am Inn et se dirigea vers Linz, où une foule l'attendait. Le lendemain, le 13, l'accueil populaire à Vienne dépassa toutes les prévisions. La Heldenplatz devant la Hofburg était recouverte de dizaines de milliers de Viennois acclamant sous les bannières à croix gammées. Hitler parla depuis le balcon du palais. Ce qui se produisit exactement avec la lance durant ces heures fait débat parmi les historiens. Le récit de Ravenscroft, selon lequel Hitler serait allé personnellement à la Schatzkammer tard dans la nuit pour s'emparer de la lance, a été contesté par l'historien Ken Anderson et par les archives photographiques qui montrent que Hitler quitta Vienne par avion le 15 mars avant la tombée de la nuit, sans y passer 2 nuits consécutives. Ce qui est vérifiable et documenté est ce qui se produisit 5 mois plus tard. En août 1938, la lance de Saint-Maurice fut retirée de la Schatzkammer avec les 31 autres pièces du trésor impérial autrichien et embarquée dans un train spécial escorté par un détachement des SS à destination de Nuremberg. Le Reichsführer SS Heinrich Himmler supervisa personnellement le transfert. La lance voyagea dans un coffret doublé de velours rouge à l'intérieur d'un conteneur d'acier et arriva à Nuremberg le 30 août. Elle fut exposée au Germanisches Nationalmuseum de la ville comme symbole du pouvoir du Reich et de l'accomplissement de la prophétie impériale. Nuremberg, ville des congrès nazis, devenait également le gardien du talisman des empereurs germaniques. Pendant 4 ans, la lance fut exposée au public. La voyaient les pèlerins politiques qui se rendaient à Nuremberg pour les congrès annuels du parti, les écoliers des jeunesses hitlériennes lors de visites organisées, les correspondants étrangers qui envoyaient des dépêches sur les symboles du millénaire nazi. C'était un objet de propagande aussi efficace que n'importe quelle affiche de Goebbels. La lance qui avait inspiré les empereurs du passé se trouvait désormais entre les mains du Führer du futur. Lorsque les bombardements alliés commencèrent à s'intensifier sur Nuremberg à partir de 1942, le régime prit des précautions. Cette année-là, la lance fut retirée de l'exposition publique et transférée dans un abri anti-aérien creusé directement dans la roche calcaire sous le château de la Kaiserburg, au point le plus élevé de la vieille ville. L'abri, construit spécifiquement pour protéger les trésors impériaux, avait des murs en béton armés d'1 mètre d'épaisseur, une température contrôlée pour préserver les métaux et le cuir, et un accès restreint à un nombre limité de conservateurs du Germanisches Nationalmuseum. En mars 1945, alors que les armées du général Omar Bradley approchèrent par l'ouest et que les bombardements réduisaient le centre historique de Nuremberg en gravats, le maire de la ville, Willy Liebel, qui avait rejoint le NSDAP en 1923 et administré la ville depuis 1933, prit la décision de déplacer la lance dans un lieu encore plus sûr. Il ordonna le transfert du trésor impérial dans une chambre scellée du bunker de la Panier-Platz, un réseau de tunnels creusés sous la vieille ville
et reliant plusieurs points stratégiques. L'entrée de la chambre fut murée et recouverte de décombres. Libelle mourut au combat le 19 avril 1945, la veille de la chute de la ville. Les conservateurs survivants n'avaient aucune information sur l'emplacement exact du scellement. Les forces américaines entrèrent à Nuremberg le 20 avril 1945. Le 7 août, 109 jours après le suicide de Hitler dans le Führerbunker de Berlin, les soldats du Monuments Fine Arts and Archives Battalion découvrirent la chambre scellée dans les tunnels de la Panier-Platz. À l'intérieur se trouvaient la lance, la couronne impériale, l'orbe, le sceptre et les autres pièces du trésor des Habsbourg. La lance fut immédiatement transportée au quartier général du général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe. Elle resta sous garde militaire américaine pendant plusieurs mois. En janvier 1946, le trésor impérial fut restitué au gouvernement autrichien et transféré au Kunsthistorisches Museum de Vienne, où il se trouve encore aujourd'hui. En l'an 2000, le métallurgiste et écrivain technique anglais Dr Robert Feeder demanda et obtint une autorisation exceptionnelle des autorités du Kunsthistorischen Museum pour examiner la lance dans des conditions de laboratoire contrôlées. L'étude, achevée en 2003 et publiée dans une monographie technique, comprenait des radiographies à haute résolution, une analyse spectrométrique de la composition du métal, ainsi que le retrait minutieux des bandes d'argent et d'or qui maintiennent assemblées les deux parties de la lame. Les conclusions furent définitives. La lame principale est en fer forgé carolingien datant des 7e ou 8e siècles, avec des techniques de fabrication impossibles au 1er siècle de notre ère. Le clou central, celui que la tradition identifiait comme un clou de la crucifixion, est également médiéval. Rien dans l'objet ne peut être rattaché au 1er siècle, mais il y a autre chose qui mérite l'attention. La légende selon laquelle la lance conférait l'invincibilité à son détenteur et une mort certaine à celui qui la perdait possède un corollaire chronologique que les défenseurs de la tradition ésotérique jugent significatif. Charlemagne mourut en l'an 814 et la lance était alors en sa possession. Frédéric Barberousse mourut en 1190 sans qu'aucun document contemporain n'atteste qu'il ait perdu la lance. L'anecdote provient d'un biographe postérieur. Napoléon Bonaparte, qui selon Ravenscroft convoitait également la lance, ne l'eut jamais entre les mains. Le fait vérifiable est le suivant. Selon les archives militaires américaines, le Monuments Fine Arts and Archives Battalion prit possession de la lance dans l'après-midi du 7 août 1945 à 14 heures. Hitler s'était suicidé le 30 avril 1945 à 15h30 dans le Führerbunker de Berlin. La lance était donc restée 99 jours dans les tunnels de Nuremberg, hors du pouvoir nazi, lorsque son détenteur s'est donné la mort d'une balle dans la tête. Aujourd'hui, dans la salle des insignes impériaux du Kunsthistorisches Museum de Vienne, la lance repose dans une vitrine éclairée, en silence. Des milliers de visiteurs passent devant elle chaque année. La plupart ignorent qu'elle a séjourné à Nuremberg. Aucun ne peut savoir avec certitude ce que Hitler a vu dans cet objet lorsqu'il était un peintre affamé cherchant refuge contre la pluie. L'Arche de l'Alliance, opération trompette de Jéricho. Dans le livre de Josué, les prêtres du peuple d'Israël encerclent Jéricho pendant 7 jours en portant l'Arche de l'Alliance, et le 7e jour, les trompettes retentissent et les murs de la ville s'effondrent. Lannenerbe a nommé sa mission de recherche précisément ainsi, opération trompette de Jéricho. L'Arche de l'Alliance est, selon les textes hébreux, le coffre en bois d'acacia recouvert d'or que Moïse construisit sur des instructions divines pour conserver les tables de la loi, les pierres gravées des 10 commandements durant l'exode du peuple d'Israël. Les Écritures la décrivent avec une puissance qui intimidait même ses porteurs. Elle devait être recouverte de voiles avant d'être soulevée, car le simple contact avec elle pouvait provoquer une mort instantanée. Elle émettait une légère luminosité et, durant la journée, se transformait en colonne de fumée. L'arche a disparu de l'histoire documentée environ 600 ans avant Jésus-Christ, probablement lors des invasions babyloniennes du VIe siècle avant Jésus-Christ. Son emplacement a depuis lors fait l'objet de spéculations académiques, religieuses et ésotériques. Dans le contexte nazi, la paradoxe était évident. Un régime antisémite qui poursuivait l'extermination du peuple juif convoitait en même temps l'objet le plus sacré de la tradition juive.
La justification idéologique que Lannenerbe construisit était caractéristique de sa méthode. Le pouvoir de l'Arche n'était pas d'origine juive, mais une technologie ancestrale dont le peuple élu se serait approprié. Himmler croyait, et ses érudits trouvèrent des moyens de l'argumenter, que le pouvoir contenu dans l'Arche était d'origine aryenne, antérieure à l'histoire même du peuple hébreu. Les recherches de Lannenerbe ont conduit l'expédition dans 2 directions documentées. La première fut Tolède, en Espagne, ville dont la communauté juive médiévale avait été l'une des plus importantes d'Europe et où l'on soupçonnait que certains archives rabbiniques pouvaient contenir des indices sur la localisation de l'Arche. La seconde fut le nord de l'Afrique, plus précisément l'Égypte. Le plus perturbant du processus fut la nécessité opérationnelle de recourir à un expert juif. Selon des sources documentées de l'époque, les SS localisèrent un rabbin de grande autorité en matière de Torah et de Kabbale et le sortirent du camp d'extermination d'Auschwitz, lui offrant la liberté pour lui et sa famille en échange d'instructions précises sur la manière d'ouvrir l'Arche sans risque mortel. Les textes hébreux sont explicites. Seule une personne appartenant au peuple élu de Dieu et connaissant le nom secret du Créateur pouvait la manipuler en toute sécurité. Le rabbin instruisit ses ravisseurs. Il n'existe aucun registre indiquant si la promesse de liberté fut tenue. L'Arche ne fut pas retrouvée. Elle demeure l'objet sacré le plus recherché de l'histoire. Le marteau de Thor, Mjolnir est l'arme électrique du passé. En mai 1940, en plein apogée de l'offensive allemande sur le front occidental, Heinrich Himmler prit le temps d'écrire une lettre aux chercheurs de Lannenerbe. Le texte est extraordinaire dans sa littéralité. Qu'il soit étudié ce qui suit, trouver tous les lieux dans le monde culturel aryen-germanique du Nord où existe une quelconque compréhension de la foudre, du tonnerre, du marteau de Thor ou du marteau volant ou lancé. Recherchez également toutes les sculptures du dieu représentées avec une petite hache qui émet des éclairs. Rassemblez toutes les preuves picturales, sculpturales, écrites et mythologiques. Je suis convaincu que cela ne repose pas sur le tonnerre ou la foudre naturelle, mais qu'il s'agit d'une forme hautement développée d'armes de guerre de nos ancêtres, qui n'étaient bien sûr possédées que par les As, les dieux, ce qui implique une connaissance sans précédent de l'électricité. Himmler croyait que Mjolnir, le marteau du dieu nordique Thor, avec lequel il écrasait des géants et des montagnes, n'était pas un mythe, mais la description codée d'une arme ancestrale de haute technologie que les Aryens primordiaux avaient possédée et que le temps et la décadence raciale avaient fait oublier. Si Lannenerbe pouvait reconstruire cette technologie à partir de preuves archéologiques et mythologiques dispersées à travers la Scandinavie, les Alpes, les îles britanniques et les steppes d'Asie centrale, l'Allemagne disposerait d'une arme capable de neutraliser des armées entières, des chars et des flottes navales d'un seul coup. Ce n'est pas une exagération. C'est la transcription de ce que l'homme le plus puissant des SS, après Hitler, écrivit dans une lettre officielle. La figure de Thor en tant que seigneur du tonnerre et protecteur de l'humanité contre le chaos était centrale dans la mythologie nordique depuis les textes des Eddas islandaises et norvégiennes compilés entre les XIIe et XIIIe siècles. La hache courte ou le marteau associé à Thor apparaît dans des inscriptions runiques, sur des amulettes métalliques retrouvées dans des sites funéraires vikings et sur des reliefs en pierre en Norvège, en Suède et au Danemark. Lors des expéditions vikings des 9e au 11e siècle, Mjolnir fut utilisé comme symbole d'identité religieuse face à l'expansion du christianisme. Les non-baptisés portaient des pendentifs en forme de marteau de la même manière que les croyants portèrent des croix. Lannenerbe a catalogué systématiquement ses découvertes au cours des années 30 et 40, envoyant des équipes de recherche en Scandinavie, aux îles Féroé et dans le nord de l'Allemagne. Le résultat fut des centaines de pages de documentation archéologique avec un objectif délirant. Trouver dans cette iconographie la preuve que les Nordiques avaient possédé une forme d'arme à décharge électrique qui défierait la chronologie des connaissances humaines sur l'électricité. Ils ne trouvèrent aucune arme. Ils trouvèrent de l'art funéraire et des objets rituels datant de 500 avant Jésus-Christ à 1000 après Jésus-Christ, exactement ce que tout archéologue conventionnel aurait attendu. Les archives de Lannenerbe sur la recherche de Mjolnir furent capturées par les Alliés en 1945 et se trouvent partiellement numérisées dans les archives nationales de Washington, D.C.
La tapisserie de Bayeux, le document que Himmler voulait voler. 70 mètres, c'est la longueur de la tapisserie de Bayeux, brodée en laine sur lin avec des fils de 10 couleurs, réalisée probablement dans l'Angleterre du XIe siècle sur commande de l'évêque Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant. Elle représente les événements ayant conduit à la bataille de Hastings en 1066 et la victoire normande sur le roi Harold Godwinson avec une précision narrative qui en fait le document visuel le plus important du haut Moyen-Âge européen. Ce n'est pas un objet magique, ce n'est pas une relique sacrée. C'est de la propagande normande brodée sur toile de lin, mais Lannenerbe la voulait quand même. La logique de Himmler était d'une étrange cohérence. Si la race aryenne avait dominé l'Europe depuis l'Antiquité, les documents prouvant cette domination devaient être conservés par le Reich. La tapisserie de Bayeux racontait la conquête de l'Angleterre par les Normands, que Himmler considérait comme une expression de l'impulsion aryenne d'expansion vers l'Ouest, et appartenait donc aux archives de l'héritage culturel germanique, et non à une cathédrale française. En juin 1941, le personnel de Lannenerbe supervisa le transfert de la tapisserie de la cathédrale de Bayeux à l'abbaye de Louviers, puis au château de Sourches. Lorsque la Wehrmacht occupa la France non occupée en novembre 1942, la tapisserie fut transférée dans les sous-sols du musée du Louvre à Paris, où Himmler souhaitait la récupérer. En août 1944, alors que Paris était sur le point d'être libéré par les forces alliées et que la résistance française était active dans les rues, 2 agents des SS furent envoyés au Louvre avec l'ordre de récupérer la tapisserie et de l'emmener en Allemagne. Les 2 hommes arrivèrent au Louvre, confirmèrent que la tapisserie se trouvait dans le sous-sol, puis repartirent sans elle. Le risque d'affronter la résistance à ce moment-là était trop élevé. L'un des documents historiques les plus importants de l'Europe occidentale survécut au nazisme à cause de la lâcheté de 2 soldats des SS. La tapisserie de Bayeux retourna à son emplacement d'origine à Bayeux, en Normandie, où elle est toujours exposée au musée de la tapisserie de Bayeux. Les analyses au carbone 14 et les examens des matériaux textiles réalisés au XXe siècle confirment sa datation dans le dernier quart du XIe siècle. La Thulé mythique, le continent perdu du Nord. Avant même l'existence du parti nazi, il y eut la société Thulé. Et avant la société Thulé, il y eut le mythe d'Ultima Thulé, la terre aux confins du monde connu que les navigateurs grecs et romains mentionnaient dans leurs chroniques sans jamais pouvoir l'atteindre, une région au-delà de la limite septentrionale du monde habité où le soleil ne se couchait pas en été et où l'obscurité était totale en hiver. L'historien Nicholas Goodrich Clark, dans son ouvrage fondamental « The Occult Roots of Nazism » 1985, documente comment la société Thulé fut fondée le 17 août 1918 à l'hôtel Vierjahreszeiten de Munich par Rudolf von Sebottendorf, sous l'emblème d'une dague sur un bouclier portant une swastika. La société était à l'origine une branche bavaroise de l'ordre des Germains, le Germanenorden, fondé à Leipzig en 1912 comme une loge pseudo-maçonnique antisémite dont les membres devaient prouver leur ascendance aryenne pure. Dans ses rituels d'initiation, le maître brandissait une lance représentant Wotan, le dieu guerrier nordique, tandis que les initiés prêtaient serment de loyauté raciale. La mythologie adoptée par la société Thulé provenait de Guido von List, 1848 à 1919, un journaliste viennois affirmant recevoir l'histoire des anciens Germains à travers des visions clairvoyantes, et dont l'œuvre identifiait Thulé à Arctogea, la Terre du Nord, un continent polaire qui aurait sombré il y a des milliers d'années, mais dont les survivants auraient fondé les civilisations du nord de l'Europe. De ce continent proviendrait la race aryenne originelle, dotée de pouvoirs spirituels et physiques que le métissage racial aurait progressivement dégradé. Le lien entre la société Thulé et le nazisme est direct et documenté. Parmi les membres de la société durant sa période d'activité à Munich, 1918 à 1925, figuraient Rudolf Hess, Alfred Rosenberg et Dietrich Eckart, qui introduisit le jeune Adolf Hitler dans les cercles ultranationalistes de la ville après la Première Guerre mondiale. Le Parti national-socialiste ouvrier allemand naquit littéralement des structures organisationnelles et du journal, le Münchener Beobachter, que la société Thulé mettait à sa disposition. La recherche de Thulé en tant que lieu physique ne fut jamais totalement abandonnée.
En 1938, l'expédition allemande dans l'Arctique, commandée par le capitaine Alfred Richer, revendiqua officiellement pour le Reich un secteur de l'Antarctique, le rebaptisant Neuschwabenland, la Nouvelle Souabe, et le survolant avec des avions qui larguaient des fanions ornés de svastikas sur la glace. Des photographies et des cartes aériennes détaillées furent réalisées. La justification officielle était la prospection de ressources et la viabilité d'une base de pêche à la baleine. La justification non officielle, qui circula abondamment dans la littérature ésotérique du régime, était la recherche d'entrée vers un monde souterrain habité. Le Tibet et Shambhala, l'expédition SS au toit du monde. Le 20 janvier 1939, 5 hommes entrèrent dans la ville de Lhasa. Ils étaient blancs, jeunes, vêtus de vêtements occidentaux et portaient des équipements de mesure et des appareils photographiques. Les Tibétains qu'ils croisèrent au bazar les observèrent avec un mélange de curiosité et de prudence. Le chef du groupe, Ernst Schäfer, leur rendit le regard avec la courtoisie calculée de quelqu'un qui sait qu'il se trouve à des milliers de kilomètres de tout soutien. Schäfer, né à Cologne le 14 mars 1910 dans une famille industrielle aisée, avait effectué sa première expédition au Tibet en 1930 à seulement 20 ans. Sous les auspices de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie, puis une seconde entre 1934 et 1936. Il était membre des SS depuis le milieu de 1933 et atteindrait en 1942 le grade de Sturmbannführer. C'était aussi un scientifique respecté, publiant dans la revue Proceedings of the Academy of Natural Sciences de Philadelphie. Selon le chercheur Peter Levenda, un homme aux multiples facettes, une partie officielle des SS, une partie académique, une partie explorateur et une partie scientifique. Un Indiana Jones nazi. L'expédition officielle de 1938 à 1939 était placée sous l'égide de Lahnenerbe et avait un mandat scientifique légitime, cataloguer la flore et la faune du Tibet, réaliser des mesures géophysiques et géomagnétiques et documenter la culture tibétaine. Cependant, les documents saisis par les Alliés en 1945, des dizaines de carnets de notes, de la correspondance personnelle et le dossier SS de Schäfer, microfilmé aux Archives nationales de Washington, révèlent que l'expédition possédait une seconde couche. Lahnenerbe croyait que le Tibet pouvait être la clé des origines aryennes. Selon la cosmologie théosophique qui avait profondément pénétré la pensée ésotérique du régime, notamment à travers l'œuvre de Helena Blavatsky et les théories de Karl Haushofer sur la géopolitique, l'Himalaya était l'emplacement ultime connu de Shambhala, la cité sacrée cachée où survivaient les maîtres spirituels, ayant préservé le savoir ancestral de l'humanité depuis la chute de l'Atlantide. Certains les appelaient les maîtres blancs, d'autres les appelaient les gardiens du pouvoir arien primordial. Schäfer prit les mesures crâniennes de centaines de Tibétains. Il documenta des rituels religieux. Il recueillit des spécimens zoologiques et botaniques de tout le pays. Avec l'aide du régent de Lhasa, il obtint le Kangshur, le texte sacré tibétain en 108 volumes, dont le transport nécessita 9 charges animales. On n'a jamais pu déterminer avec certitude ce qu'il est advenu du Kangshur après la guerre. Levenda suppose qu'il a fini à Vienne. Le cinéaste de l'équipe, Ernst Krause, filma tout ce qu'il put, y compris, selon les dossiers, ses propres observations d'une jeune fille de 15 ans sur un pont de Lanchung, dans un acte qui reflète la dépravation morale dissimulée derrière le vernis académique de l'expédition. L'équipe retourna en Allemagne en août 1939 avec des tonnes de matériel de recherche. Himmler fut si satisfait des résultats que Schäfer obtint son propre département au sein de Lahnenerbe. Une seconde expédition, qui devait retourner au Tibet en 1943 afin de tenter d'organiser une force pro-allemande capable de menacer le flanc britannique en Inde, n'eut jamais lieu. Le cours de la guerre l'en empêcha. Les corps retrouvés à Berlin le 25 avril 1945, entre 6 et plusieurs centaines d'hommes aux traits orientaux, certains en uniforme allemand, plusieurs présentant des suicides rituels, constitue probablement la dernière preuve matérielle des liens que le régime avait établis avec des communautés tibétaines sur le sol européen. Le Vril, l'énergie secrète du monde souterrain.
Le 25 avril 1945, des soldats soviétiques avançant dans les ruines de Berlin entrèrent dans un bâtiment détruit du centre-ville. Dans une pièce du rez-de-chaussée, ils trouvèrent 7 hommes morts disposés en cercle sur le sol, avec un 8e au centre. Tous portaient des uniformes militaires allemands. Tous étaient d'origine asiatique. Le soldat mongol du groupe les identifia comme des Tibétains. Ils n'étaient pas morts au combat, ils étaient morts par suicide. Au cours de la semaine suivante, les Soviétiques en découvrirent des centaines d'autres dans des circonstances similaires à travers toute la ville. La question à laquelle personne n'a su répondre en 1945 et qui reste sans réponse définitive est de savoir ce que faisaient ces hommes à Berlin à la fin de la guerre. Une partie de la réponse mène au nom de Karl Haushofer, 1869 à 1946, le général et géographe bavarois dont les théories de géopolitique et de Lebensraum, l'espace vital, influencèrent directement Mein Kampf. Haushofer avait beaucoup voyagé en Asie avant la Première Guerre mondiale, connaissait en profondeur le Japon et l'Inde et soutenait que la clé de la domination mondiale résidait dans le contrôle de l'Eurasie centrale, l'Afghanistan, le Pamir, le Gobi et le Tibet. Selon des récits ultérieurs, Haushofer était également convaincu que sous l'Himalaya existait un monde souterrain doté d'une grande civilisation. Agartha et Shambhala, les 2 centres spirituels cachés évoqués par les lamas et les textes tibétains qu'il avait étudiés. La source littéraire de tout cela était un roman, The Coming Race, La race à venir, publié en 1871 par l'écrivain anglais Edward Bulwer Lytton, premier baron Lytton. Dans ce récit, un explorateur descend dans une mine et découvre un monde souterrain habité par une race appelée les Vrilya, qui contrôle une énergie nommée Vril, une force englobant l'électricité, le magnétisme et la télékinésie, capable à la fois de guérir et de détruire, et utilisée à travers un bâton creux muni de multiples commandes. Les Vrilya sont supérieurs en tout à l'humanité de la surface, et le récit se conclut sur l'avertissement que s'ils devaient un jour émerger à la lumière, ils seraient les destructeurs de notre espèce. Que dans le Berlin des années 20, un groupe de Rosicruciens ait fondé la soi-disant Société Vril, également connue sous le nom de Loge Lumineuse, en s'appuyant sur ce roman est un fait documenté par l'ingénieur en fusée Willy Ley dans un article publié en 1947. Ley, qui avait fui l'Allemagne en 1933 et était devenu l'un des vulgarisateurs scientifiques les plus respectés en Amérique, décrivait le groupe comme convaincu que le Vril était une énergie réelle, que la vérité du roman de Bulwer Lytton avait été délibérément dissimulée, et que son secret pouvait être révélé en contemplant la structure d'une pomme coupée en 2, laquelle révèle une étoile à 5 branches à l'intérieur. La société Vril, selon la généalogie tracée par des auteurs comme Louis Pauwels et Jacques Bergier dans Le Matin des magiciens, 1960, aurait évolué pour devenir le noyau occulte du mouvement nazi, reliant Haushofer à Hitler par l'intermédiaire de Rudolf Hess. L'historien Nicholas Goodrick Clark a démonté cette généalogie. Il n'existe aucune preuve primaire reliant Haushofer à la société Vril, et la société Thulé, qui a bien influencé le nazisme, fut dissoute en 1925. Mais le mythe a persisté et persiste encore. Ce qui est historiquement vérifiable, en revanche, c'est que le concept de Vril a pénétré l'Ahnenerbe comme cadre conceptuel pour des expériences pseudo-scientifiques, et que les expéditions tibétaines de Schaeffer comptaient parmi leurs objectifs secondaires celui de tester la validité de la Welteisslehre, la théorie de la glace cosmique de Hans Hörbiger, au moyen de mesures géomagnétiques en altitude. Les Externstein, les pierres sacrées des Ariens. Dans la forêt de Teutobourg, dans le land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, 5 colonnes de grès rougeâtre atteignant jusqu'à 37 mètres de hauteur émergent du sol en un groupe compact, au bord d'un lac artificiel. Elles s'appellent Externstein, les pierres d'Externe, et se sont formées il y a 70 millions d'années. Les preuves archéologiques situent des chasseurs nomades sur le site vers 10 000 avant Jésus-Christ. Il existe des indices selon lesquels des moines bénédictins ont occupé des grottes taillées dans la roche à partir du 8e ou du 9e siècle. Au XIIe siècle, quelqu'un a sculpté dans la pierre un relief représentant la descente de croix avec le corps du Christ descendant du bois. Au Moyen Âge, le site servait d'ermitage.
et au XVIIe siècle, il faisait occasionnellement office de repère de bandits. Tout cela importait peu à Heinrich Himmler. Ce qui importait à Himmler, c'était que Lahnenerbe, sous la direction du SS Obersturmbannführer Wilhelm Jordan, avait développé au milieu des années 30 une théorie. Les Externstein auraient été le site de l'Irminsul, la colonne sacrée ou arbre du monde vénéré par les anciens Saxons et détruit par Charlemagne vers l'an 772 après Jésus-Christ lors de ses campagnes de christianisation forcée. Dans le récit nazi, les Saxons étaient le prototype de la tribu aryenne, indépendants, guerriers, résistants à la domination extérieure. L'Irminsul était leur axe cosmique, le symbole de leur lien avec les dieux. La théorie ne reposait sur aucun fondement documentaire solide. Les mentions médiévales de l'Irminsul ne la situent pas précisément géographiquement, et les reliefs des Externstein relèvent clairement de la tradition chrétienne et non païenne. Mais Lahnenerbe publia des études qui ignoraient ces contradictions et construisirent un récit selon lequel les marques dans la pierre racontaient l'histoire de la destruction de l'Irminsul et de la persécution de l'esprit saxon par les armées de l'Église. Le jour de l'anniversaire d'Himmler, les jeunesses hitlériennes chantaient des hymnes saxons devant les pierres. Le site fut encerclé, nettoyé et doté de panneaux de signalisation le présentant comme un lieu de pèlerinage du patrimoine aryen. Les fouilles archéologiques ordonnées par Lahnenerbe ne révélèrent aucune preuve de construction ni de rituel pré-chrétien pouvant être lié à l'Irminsul. Ce que l'on trouva correspondait exactement à ce que l'archéologie conventionnelle avait déjà documenté. Un site d'usage médiéval tardif avec des traces d'activité humaine préhistorique non différenciées. Aujourd'hui, les Externstein sont une destination touristique où des sympathisants modernes du néonazisme et des pratiquants du néopaganisme coexistent avec des familles venues faire de la randonnée. Le récit de Lahnenerbe a survécu au Troisième Reich qu'il avait créé. Le voyage en Carélie, les sorcières du Nord et le savoir cathare. À l'été 1936, une expédition financée par les SS partit pour la Carélie, la région frontalière entre la Finlande et la Russie où le temps semblait suspendu. Un monde de forêts de bouleaux, de lacs noirs comme le goudron et de villages où les anciens se souvenaient encore de chants que leurs grands-parents leur avaient transmis avec leurs propres mots. L'expédition était réduite. Le jeune aristocrate finlandais Yrjö von Grönhagen, fasciné depuis l'enfance par la magie de la région, Fritz Bose, musicologue des SS, et un illustrateur finlandais sans nom notable dans les archives. Ils emportaient avec eux un magnétophone, un prototype d'enregistreur à bande magnétique, l'un des dispositifs technologiques les plus avancés disponibles à l'époque. Leur mission était d'enregistrer les chants et les incantations des anciens Caréliens qui pratiquaient encore les coutumes païennes de leurs ancêtres. La justification idéologique de Himmler était cohérente avec son système de croyances. Si les Aryens primordiaux avaient possédé des savoirs spirituels et techniques que l'histoire avait effacés, ces savoirs pouvaient s'être conservés dans la tradition orale des communautés les plus isolées d'Europe. La Carélie, avec sa proximité avec les chamans finno-ougriens et son lien lointain avec le Kalevala, l'épopée nationale finlandaise, constituait un candidat idéal. Dans les forêts près de Suojärvi, l'équipe trouva Teemu Lipitse, un vieil homme aux cheveux blancs et au regard lointain qui n'avait jamais vu de train ni fréquenté l'école. Lipitse chantait des récits de création du monde qui résonnaient avec la mythologie du Kalevala, et Grönhagen les enregistra méticuleusement sur la bande du magnétophone. Pour lui, ces chants n'étaient pas seulement du folklore. Ils étaient des échos d'un passé lointain, des fragments de la cosmogonie aryenne originelle. La rencontre la plus inquiétante de l'expédition eut lieu près de Salmi, dans une minuscule cabane au bord de la forêt. Grönhagen avait entendu parler de Miron Aku, une femme de 92 ans connue dans la région comme voyante et guérisseuse. Les villageois lui avaient conseillé de ne pas s'en approcher. Grönhagen s'y rendit malgré tout. Il la trouva en train de cueillir des champignons dans la forêt, sa silhouette fragile, intégrée au paysage comme un élément naturel parmi d'autres. Lorsqu'il se présenta, la vieille femme répondit qu'elle l'avait vu arriver en rêve 3 jours plus tôt et qu'elle savait qu'il était venu lui prendre ses secrets. La description de Grönhagen, consignée dans les rapports transmis à Lahnenerbe, est précise. Miron Aku aurait accompli un rituel d'invocation des esprits de ses ancêtres
Et lorsque Bose fit écouter l'enregistrement pour elle, la vieille femme réagit avec terreur. Elle était convaincue que le fait de capturer son chant dans une machine lui avait volé les pouvoirs dont elle avait besoin pour survivre à l'hiver. À la fin de l'été, l'expédition avait recueilli plus d'une centaine d'enregistrements. De retour à Berlin, les rapports furent accueillis avec enthousiasme par la direction de Lahnenerbe, qui les considéra comme une preuve potentielle de lien entre les traditions finno-ougriennes et l'héritage spirituel des origines aryennes. Ce que personne ne sut à Berlin, c'est que les chants que Lipitse et les autres anciens caréliens avaient interprétés pour les Allemands n'avaient jamais été autre chose que ce qu'ils étaient depuis toujours. Une poésie orale propre à une culture particulière, sans aucun contenu qui ne puisse s'expliquer parfaitement dans son propre contexte historique. Tiahuanaco, l'Atlante bolivien et la théorie de la glace cosmique. En 1928, un Allemand grand et brûlé par le soleil arriva aux ruines de Tiahuanaco, en Bolivie. Il s'appelait Edmund Kiss et portait un carnet de croquis, une obsession pour la théorie de la glace cosmique de Hans Hörbiger, ainsi que la conviction qu'il avait sous les yeux la preuve matérielle qu'une civilisation aryenne avait habité l'Amérique du Sud des milliers d'années avant les peuples autochtones documentés. Tiahuanaco, également écrit Tiwanaku, est un site archéologique situé à 3840 mètres d'altitude sur l'altiplano bolivien, à environ 15 km du lac Titicaca. Il fut la capitale d'une civilisation qui prospéra entre 300 et 1000 après Jésus-Christ et qui, à son apogée, contrôlait des territoires correspondant aujourd'hui à la Bolivie, au Pérou, au Chili et à l'Argentine. Ses constructions les plus remarquables incluent la Porte du Soleil, une arche monolithique sculptée dans un bloc unique d'andésite d'environ 10 tonnes, et la pyramide d'Akapana, dont la base mesure 200 mètres de côté. Certains blocs de pierre du site pèsent plus de 400 tonnes. L'Autrichien Arthur Posnanski, qui avait consacré des décennies à l'étude du site, soutenait que Tiahuanaco datait de 17 000 ans avant le présent, sur la base d'interprétations d'alignements astronomiques que les archéologues conventionnels considéraient comme erronés. Kiss contacta Posnanski, obtint un financement grâce à un prix littéraire qu'il avait remporté et passa des mois à étudier les ruines en dessinant des plans et en analysant les reliefs. La conclusion à laquelle il parvint était strictement idéologique, qu'une sculpture de tête masculine sur le site présentait des traits nordiques clairement définis, que les portes avaient une influence baroque européenne, que les symboles de la Porte du Soleil étaient des équivalents grecs, et que l'ensemble architectural ne pouvait avoir été conçu que par des hommes d'origine nordique ayant émigré en Amérique du Sud à des temps immémoriaux. L'hypothèse de la théorie de la glace cosmique de Hörbiger, que Kiss croyait confirmer à Tiahuanaco, était la suivante. La Terre avait eu plusieurs lunes dans le passé et, lorsque chacune se désintégrait en tombant sur la planète, elle provoquait des catastrophes d'échelle biblique qui modifiaient le climat, engloutissaient des continents et forçait les civilisations survivantes à tout reconstruire à partir de zéro. Kiss pensait que les inscriptions de la Porte du Soleil représentaient un calendrier de 12 mois de 24 ou 25 jours et des journées de 30 heures, preuve selon lui que le site avait été construit dans des conditions astronomiques totalement différentes des actuelles, causées par une lune à orbite plus rapide que la nôtre. Les articles de Kiss furent publiés avec enthousiasme dans la presse du parti nazi. Avec le soutien des SS, il planifia une deuxième expédition à Tiahuanaco en 1938, mais la guerre éclata avant qu'il puisse la mener à bien. Avec l'effondrement du Troisième Reich, ces théories furent reléguées aux marges de l'historiographie où elles avaient leur place. Les fouilles scientifiques des dernières décennies à Tiahuanaco confirment que le site a été construit par la civilisation Tiwanaku à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Aucune preuve ne soutient une origine externe ni une présence nordique de quelque nature que ce soit. La Terre creuse, la cosmologie nazie et l'expérience de Rügen. En avril 1942, une expédition allemande débarqua sur l'île de Rügen, dans la mer Baltique, équipée de radars de dernière génération. Le docteur Heinz Fischer, spécialiste des rayons infrarouges, supervisa l'opération. Les appareils radars furent orientés vers le ciel avec une inclinaison de 45 degrés et maintenus dans cette position pendant plusieurs jours.
L'objectif déclaré était de détecter le reflet des signaux sur la surface intérieure de la bulle qui, selon la doctrine de l'aviateur Peter Bender, constituait notre univers. L'objectif pratique était de détecter la flotte britannique à Scapa Flow. La théorie était la suivante: la Terre n'est pas une sphère flottant dans le vide, mais une bulle d'air fixe à l'intérieur d'une masse rocheuse infinie. Nous vivons à l'intérieur concave de cette bulle, avec le Soleil, la Lune et les étoiles, qui ne sont que des points lumineux dans une masse gazeuse bleutée, flottant en son centre. La courbure de la surface intérieure vers l'intérieur et le fait que les rayons infrarouges se courbent moins que la lumière visible signifieraient théoriquement que nous pourrions détecter des objets à de grandes distances en suivant la courbure interne de la planète. Le professeur Gerard S. Cooper de l'Observatoire du Mont Palomar a documenté après la guerre que de hauts responsables de la marine et de l'armée de l'air allemande croyaient en la théorie de la Terre creuse. L'expérience de Rügen fut un échec absolu. Les radars ne détectèrent rien à Scapa Flow. Le docteur Fischer revint sans résultat. La hiérarchie nazie abandonna discrètement la Allweltlehre, la doctrine de la Terre creuse, et Bender, son créateur, finit mort dans un camp de concentration. La théorie qui s'imposa fut celle de Hörbiger, la Welteisslehre, la théorie de la glace mondiale, selon laquelle l'espace est rempli d'hydrogène qui freine les corps célestes. Les lunes sont des boules de glace qui s'écrasent éventuellement sur leur planète en causant des cataclysmes, et la Voie lactée n'est pas constituée de millions d'étoiles mais de blocs de glace gigantesques. Cette théorie fut adoptée par le ministère de la propagande de Goebbels comme une preuve de la supériorité de la science aryenne sur la physique juive d'Einstein. Agartha et Shambhala, les villes sous l'Himalaya. La légende de Shambhala a des racines authentiques et profondes dans le bouddhisme tibétain. Les textes du Kalachakra, l'un des cycles d'enseignement les plus complexes du bouddhisme Vajrayana, décrivent un royaume caché au nord de l'Himalaya, peuplé de souverains sages et de citoyens parfaits, dont le roi, Rigden Djepo, guide secrètement le développement spirituel de l'humanité depuis les hauteurs de son trône invisible. Les lamas médiévaux situaient vaguement Shambhala entre les 45 et 50 degrés de latitude nord, au-delà du fleuve Sirdaria. Les deux missionnaires jésuites, Stephen Casella et John Cabral, ont consigné au XVIIe siècle, après avoir vécu dans le monastère de Shigatse, les descriptions que les lamas tibétains donnaient de Chang Shambhala, Shambhala du Nord. L'explorateur polonais Ferdinand Ossendowski, qui traversa la Mongolie en 1920 en fuyant les bolcheviks, a recueilli dans son livre Bêtes, Hommes et Dieux, 1923, les récits que plusieurs lamas et guides mongols lui ont transmis sur le royaume d'Agartha, un monde souterrain dont le roi du monde gouvernait depuis une ville invisible d'où partaient des tunnels vers tous les coins de la planète. L'artiste et explorateur russe Nicolas Roerich, 1874 à 1947, a réalisé entre 1923 et 1926 une expédition en Inde, en Mongolie et au Tibet à la recherche de signes de Shambhala. À l'été 1926, son camp dans la vallée de Charagol, près des montagnes de Humboldt, fut le témoin d'un incident que Roerich a documenté. Un objet sphéroïdal doré traversa le ciel sans bruit, des montagnes du nord vers le sud-ouest, à une vitesse énorme. Un lama présent lui dit qu'il s'agissait du signe d'approbation du seigneur de Shambhala. Lorsque la cosmologie nazie adopta ces légendes, elle les déforma de manière irréversible. Shambhala et Agartha cessèrent d'être des centres spirituels pour devenir les bases d'une race de surhommes aryens survivants de l'Atlantide, attendant le moment de revenir à la surface pour guider le peuple allemand. Karl Haushofer, qui avait voyagé en Asie et avait été initié, selon ses propres affirmations, à une société bouddhiste secrète au Japon, présenta à Hitler durant son emprisonnement à Landsberg, après le putsch de Munich, de 1923 l'idée que la civilisation du Gobi avait précédé toutes les autres et que ses héritiers vivaient sous l'Himalaya. Hitler lut à Landsberg The Coming Race de Bulwer-Lytton. Les Vrilya du monde souterrain fusionnèrent dans son esprit avec les surhommes de Shambhala. Les expéditions de Schaeffer au Tibet portaient ce bagage conceptuel, et la prétendue découverte de centaines de corps tibétains à Berlin en 1945 suggère que, durant les dernières années de la guerre, il aurait existé une forme de présence organisée de personnes venues de la région de l'Himalaya sur le sol allemand, dont les circonstances exactes d'arrivée
et les liens qui les auraient amenés là restent l'objet de recherches historiques. La table de Salomon, le trésor qui aurait pu se trouver à Tolède. L'expédition à Tolède fut silencieuse et discrète. Il n'y a pas de grande célébration dans les archives du Troisième Reich. Ce que l'on trouve, ce sont des références indirectes dans les documents de Lahnenerbe à une recherche qui combinait la piste de l'Arche de l'Alliance avec celle d'un autre objet. La table de Salomon, l'objet liturgique en or massif sur lequel le grand prêtre accomplissait les offrandes dans le temple de Jérusalem. Selon la tradition talmudique, lorsque Titus détruisit le temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, les légions romaines ramenèrent le butin sacré à Rome, où il fut exposé lors du triomphe impérial. L'arc de Titus dans le Forum romain, construit vers 82 après Jésus-Christ, montre dans son relief intérieur précisément la procession triomphale de Titus portant la menorah, le chandelier à 7 branches et d'autres objets du temple. La table de Salomon apparaît également sur ce relief. La tradition médiévale espagnole soutient qu'une partie de ce trésor arriva en Ibérie lors des migrations wisigothes du Ve siècle. En l'an 711, lorsque les armées omeyyades franchirent le détroit de Gibraltar sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, la ville de Tolède, capitale du royaume wisigoth, tomba en quelques jours. Selon la chronique arabe, les conquérants trouvèrent à Tolède des objets d'une valeur extraordinaire que les Wisigoths avaient conservés. Parmi ces objets se trouvait, selon certains récits, une table d'or incrustée de pierres précieuses que la tradition identifia à la table de Salomon. Si cela était vrai, et les spécialistes médiévistes le considèrent comme hautement spéculatif, le trésor serait resté en Al-Andalus pendant des siècles, jusqu'à ce que les reconquêtes successives ou les turbulences des derniers siècles de la période islamique le dispersent. Les agents nazis qui parcoururent Tolède ne trouvèrent rien. La ville était occupée par les forces franquistes depuis le début de la guerre civile espagnole en 1936, et la collaboration entre le régime de Franco et l'Allemagne d'Hitler permit un certain niveau d'accès aux archives historiques. Mais la table de Salomon, si elle survécut à 2 millénaires d'histoire mouvementée, n'était pas à Tolède. Le bouclier de Charlemagne et les rituels de Wewelsburg. Le château de Wewelsburg est triangulaire. Ces 3 tours correspondent, dans la cosmologie que Heinrich Himmler développa pour lui à partir de 1934, à 3 axes du destin. Celui du nord, la tour centrale, était réservé à Himmler lui-même et était appelé, dans les rituels internes des SS, le Heilige Graal, le Saint Graal. Sous cette tour, à 12 mètres de profondeur, se trouve une salle circulaire de 10 mètres de diamètre avec une voûte en forme de coupole, revêtue de pierres sombres et percée d'un orifice au sommet pour laisser entrer la lumière. Au centre du sol se trouve une flamme éternelle. C'était le Valhalla de Himmler, la salle où les Gruppenführer, les généraux des SS, devaient s'asseoir sur des chaises de cuir portant les armoiries de leur famille gravées autour d'une table ronde en marbre noir. L'idée était explicite. Himmler voulait créer un ordre des chevaliers du Graal arien. La table ronde était directement inspirée de celle du roi Arthur. Les 12 sièges devaient correspondre aux 12 Gruppenführer les plus proches du Reichsführer. Le maître des cérémonies serait Himmler lui-même. La logique de ce projet était indissociable de Karl Maria Willigut, 1866 à 1946. Un ancien colonel de l'armée autrichienne qui avait passé 3 ans interné dans un asile psychiatrique de Salzbourg, de 1924 à 1927, pour violences domestiques et comportements délirants, et qui affirmait posséder une mémoire ancestrale lui permettant de se souvenir de l'histoire de l'humanité germanique jusqu'en 228 000 avant Jésus-Christ. Willigut rejoignit les SS en septembre 1933 sous le pseudonyme de Karl Maria Weistor, fut promu SS Oberführer en novembre 1934 et devint l'architecte intellectuel du rituel du château de Wewelsburg. C'est Willigut qui convainquit Himmler que le château de Wewelsburg était destiné à devenir le noyau spirituel du Reich qui survivrait à la bataille finale entre l'Europe et l'Asie. C'est lui qui conçut le Totenkopfring, l'anneau à tête de mort des SS avec ses runes et sa tête de la mort. Et c'est lui qui élabora la liturgie d'initiation des nouveaux membres des SS, construite à partir d'éléments runiques, nordiques et vaguement arthuriens.
Les plans de Himmler pour Wewelsburg incluaient la démolition du village adjacent de Wewelsburg, ce qui commença à être réalisé grâce au travail forcé de prisonniers du camp de concentration de Niederhagen, établi expressément à cette fin, et la construction autour du château d'une ville circulaire qui devait servir de centre spirituel du Reich de 1000 ans. Le projet fut abandonné en 1943 avec les revers militaires sur le front de l'Est. En mars 1945, alors que les armées alliées approchaient, les SS tentèrent de faire sauter le château afin d'éviter qu'il ne tombe aux mains ennemies. Une seule des 3 tours fut partiellement détruite, les 2 autres survécurent. Aujourd'hui, le château de Wewelsburg est un musée historique de la ville de Buren. La salle circulaire de la tour nord est conservée telle que Himmler l'a laissée. La flamme éternelle n'y brûle plus, mais l'ouverture dans la voûte continue de regarder vers le ciel. Les mains vides du millénaire. Aucun des 15 objets, lieux ou savoirs que le Troisième Reich rechercha n'a été retrouvé. Aucun des projets de Lannenerbe n'a produit de preuves vérifiables de la suprématie raciale aryenne. Les expéditions au Tibet cataloguèrent des oiseaux et mesurèrent des crânes. Les recherches dans le sud de la France découvrirent des ruines médiévales. Les expériences à Rügen ne détectèrent aucune flotte ennemie. Les théories sur Tiahuanaco, sur la Terre creuse et sur le Vril restèrent dans les archives de la pseudo-science la plus coûteuse et la plus meurtrière de l'histoire. Ce que le Reich produisit en revanche, avec une efficacité totale, ce fut l'assassinat systématique de 6 millions de Juifs, de plus de 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques, de centaines de milliers de Roms, de personnes handicapées, d'homosexuels et d'opposants politiques. La machine d'extermination fonctionna sans avoir besoin de lance magique ni de continent perdu. Elle fonctionna avec de la bureaucratie, des trains et du gaz Zyklon B. L'obsession nazie pour les secrets de l'Antiquité ne fut pas la cause du génocide. Elle en fut le décor. Un décor qui permettait aux architectes de l'horreur de se voir non comme des criminels, mais comme des initiés d'une mission cosmique. Himmler n'était pas un bureaucrate de l'extermination. Il était le maître de l'ordre du Graal arien. Hitler n'était pas un politicien autrichien raté. Il était la réincarnation d'un comte excommunié du 8e siècle qui avait tenu la lance du destin dans une vie antérieure. L'historien Ian Kershaw, dans sa monumentale biographie de Hitler, ne cite pas une seule fois le livre de Ravenscroft sur la lance du destin, le considérant comme une œuvre qu'il convient d'ignorer entièrement. L'historien Nicholas Goodrick Clark, qui a étudié avec rigueur académique l'occultisme nazi, conclut que les figures du mysticisme Völkisch, Liszt, Liebenfels, Sebottendorf ont contribué à l'atmosphère mythologique de l'époque nazie, mais qu'on ne peut pas affirmer qu'elles aient influencé directement les décisions de ceux qui détenaient le pouvoir politique réel. Il reste cependant une histoire vraie sous le mythe. L'histoire d'un historien de 35 ans nommé Otto Rahn, qui chercha le Graal dans les grottes du Languedoc, qui céda à la pression d'un régime qui admirait son travail sans partager aucune de ses valeurs et qui choisit de mourir gelé dans les montagnes du Tyrol à la date où les Cathares, qu'il avait étudiés toute sa vie, avaient brûlé sur leur bûcher 700 ans auparavant. C'est cette histoire qui mérite d'être retenue, non pas celle du pouvoir surnaturel qui n'a jamais existé, mais celle des hommes qui y ont cru et ont détruit tout ce qu'ils ont touché.